bien, bonjour à tous. Je vous avais promis une surprise, la dernière émission. Eh bien, la surprise va arriver puisque j'ai invité, entre autres, mais principalement, Xavier Poussard pour son livre « Devenir Brigitte », présenté par Candace Owell. C'est une enquête, donc, assez importante, de 300 et quelques pages, très fouillée, dont nous allons parler. Et rappelons que Xavier Poussard est rédacteur en chef de Faits et Documents, la fameuse feuille d'Emmanuel Ratier que nous avons connue. Eh bien, j'ai dans le studio, parce que Xavier Poussard va intervenir au téléphone tout à l'heure, mais j'ai ici Géraldine dans le studio, metteur en scène de théâtre et brigittologue à l'occasion. Voilà. Oui. Hein. Écoutez, je suis l'affaire de près parce que, comme dit Xavier Poussard, c'est le seul moyen de déboulonner ces personnages. Voilà. Et bien sûr, et j'ai fort heureusement, qui était un peu en retard, hein, je dois le dire, à la cour. C'est un coup des Russes, ils m'ont donné une mauvaise indication. Non, pas du tout. Vous avez reconnu sans doute Sarah Jane Ifra. Sarah Jane, s'il vous plaît. Sarah Jane, moi je suis français, donc c'est plutôt mais Jane. c'est un prénom américain. Bon, please. Très bien. Sarah Jane. Alors, Sarah Jane est chansonnière et s'est particulièrement intéressée à cette ténébreuse affaire d'État dont nous allons parler. Et tout de suite, nous allons avoir une chanson de Sarah Jane qui va introduire cette émission merveilleuse. Il y a une rumeur qui m'embête, mon malaise à moi cesse. Il y en a qui font des enquêtes sur celle qui dort avec moi, et ça fait le tour du monde, de la Russie aux US. Ils prétendent qu'elle aurait longue, qu'elle ressemble à Amanda. Où est donc Jean Mitrogneux? Brigitte serait-elle un monsieur? C'est quoi ce truc volumineux? Ses grands pieds, c'est très douteux, ça fait la une des gazettes. Tout ce qu'on dit sur elle et moi, ça pousse même des chansonnettes. Méfiez-vous, je vais pondre une loi. Ils disent qu'elle est son propre frère et que sa perruque cache sa misère, qu'elle serait presque octogénaire, appréciant les prépubères. Mais si je n'étais qu'en troisième, et qu'il y a des lois contre ça, pour nous ça pose pas de problème. Mon malaise à moi c'est quoi? C'est que tout le monde se paye notre tête. Jean Brichel c'est pas courtois d'être la risée de la planète. Ça nous met dans l'embarras. Bon, merci Sarah Jane. Pas bien d'avoir coupé la chanson quand même. Écoutez, ça vraiment. On n'a plus que ça à rigoler. Eh oui, mais nous avons beaucoup à converser avec Xavier Poussard. Vous m'entendez, Xavier Poussard? Vous m'entendez? Bonjour Daniel, bonjour Sarah Jane, bonjour Géraldine, bonjour à tous les auditeurs de Radio Courtoisie et merci de l'invitation. Voilà, alors vous êtes assez loin en Italie, je crois, et donc, mais on vous entend assez bien. Alors, voilà, nous allons parler de votre livre, comme vous l'imaginez. Alors, comment vous démarrez ça? Comment vous voulez moi, je l'ai pas seulement feuilleté, je l'ai lu et relu. Et je crois que je l'ai lu aussi, Géraldine l'a lu aussi, je lui ai prêté, donc... Attentivement. Alors, vous l'avez lu, vous? Avec non, les moi notes. je sais pas lire, je sais que écrire. Je suis désolée, Xavier. Bon, la grosse menteuse. Bon. Alors, comment attaquer ce vaste sujet
qui est d'actualité. De plus en plus, toutes les radios, enfin surtout les radios comme la nôtre, les radios libres, oui, et étrangères bien entendu. Grâce. Alors votre livre a été présenté par Candace Owens. Comme une enquête de Xavier Poussard intitulée Devenir Brigitte. Il n'y a pas d'éditeur, c'est-à-dire que en fait, aucun éditeur français vous laisse charger de ça, j'imagine. Alors c'est le principe de l'auto-édition, c'est-à-dire que l'auteur est aussi éditeur. Et à ce moment-là, on fait appel à un prestataire qui est une société d'auto-édition, oui, et qui va gérer effectivement l'impression selon le système japonais du flux tendu, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ça règle la question des stocks, ça règle le problème, ça règle la question des stocks et puis les questions de la distribution. Or, il se trouve qu'en France, il y a une société qui s'appelle The Book Edition, qui est une PME française du nord de la France, ouais, qui avait pensé confier le livre à cette société d'auto-édition, donc il n'aurait eu aucune responsabilité juridique. Le principe d'auto-édition, c'est que c'est l'auteur qui est éditeur, donc il y a la responsabilité de l'auteur et la responsabilité de l'éditeur. Et je ne sais pas s'ils se sont auto-censurés ou si une pression a été exercée sur cette société, mais pour la première fois de son histoire, elle a refusé donc d'imprimer un livre, puisque contrairement à ce que la profession peut laisser, ils sont pas éditeurs. Oui, c'est vrai que la boîte est française, c'est ça. Ouais. Voilà, donc du coup j'ai dû passer et pour la version en anglais et pour la version française par Amazon. Oui. Voilà, Amazon, donc, par Amazon, donc pas. Qui fait des livres aussi. Ouais, c'est ça. Voilà, donc il fait de l'auto-édition. Voilà. Et donc le livre n'est que sur Amazon, donc il n'est pas accessible en librairie, il n'est pas accessible sur les autres plateformes. Inutile de préciser que le pouvoir en France, qui est très aux abois et qui ne supporte pas qu'on pose des questions sur le passé du couple présidentiel, a tout fait pour que ce livre ne voit jamais le jour. D'ailleurs, des pressions étaient exercées sur Amazon qui, à un moment donné, a retiré le livre et en anglais et en français. Et puis, le manuscrit a finalement, le livre a finalement été remis à la vente. Donc, le livre n'est disponible que sur Amazon. Voilà. Malheureusement. Et donc, ce livre, qui est mon enquête, qui a été médiatisé en format audiovisuel par la commandatrice influenceuse, on aurait dit à une autre époque éditorialiste américaine, Candace Owens, avec tout son talent. C'est-à-dire que c'est un peu le principe de la partition, c'est-à-dire que j'ai fait la partition et puis ensuite elle, avec son talent, a brodé, etc. Ouais. Et ça a fait, c'est un produit vraiment, déjà c'est très intéressant de travailler avec les Américains. On peut quand même constater qu'aujourd'hui, un journaliste français, s'il veut enquêter sur le pouvoir en France, est obligé d'être exilé en Italie, puisque je suis exilé en Italie à la suite d'une commission rogatoire internationale ouverte contre moi par le parquet national de lutte contre la haine en ligne, ouais, à la suite d'un signalement Pharos trouvant pour prétexte une vidéo dans laquelle je donnais simplement la liste des propriétaires des médias en France. Et alors ça est considéré par les autorités françaises comme une incitation à la haine antisémite. Si vous voulez, c'est un peu comme si un journaliste de l'équipe qui donnerait la liste d'Olivier Deschamps lui dirait « Mais toi, t'es raciste anti-noir ». Vous voyez, vous imaginez Vincent Duluc sur l'équipe 21. Voilà la liste de l'équipe de France. Ah vous êtes raciste anti-noir. Enfin, c'est du même niveau, donc c'est n'importe quoi. Donc un journaliste français, aujourd'hui, qui enquête sur les Macron, est obligé de vivre exilé en Italie et de médiatiser et de publier son enquête en passant par les États-Unis. On est vraiment dans un régime. Alors, on marche sur la tête. Avec l'international réactionnaire et les régimes illibéraux. Mais enfin, s'il y a un régime illibéral aujourd'hui dans le monde, c'est vraiment la France. Il y a vraiment un énorme problème avec la liberté, non seulement la liberté d'expression, mais aussi avec la liberté d'informer. Je précise d'ailleurs que ça ne touche pas que des journalistes indépendants ou dits dissidents. On pourrait prendre, j'ai vu que Youssef Indy était convoqué par l'antiterrorisme, alors qu'il fait des analyses géopolitiques. J'ai vu que Pierre Jovanovic avait subi une sorte une descente de flics chez lui,
et chez son éditeur. Ouais, c'est ça. Voilà, mais il faut se rappeler que même des journalistes mainstream, je pense à Ariane Chemin du Monde, qui avait révélé l'affaire Benalla, avait été convoquée dans les sous-sols de la DGSI, ou qu'une journaliste de TMC, de l'émission Quotidien de Yann Barthès, qui avait enquêté sur des ventes d'armes en Arabie Saoudite, avait elle aussi été entendue par la DGSI. Ouais. Donc en fait, on est vraiment, je crois qu'on est vraiment sorti complètement de la démocratie, avec en plus une affaire qui est aujourd'hui gérée, donc l'affaire Trogneux. L'affaire Trogneux désigne. Qui est le sujet de votre livre. Voilà, par les familles Trogneux et Osière, contre une femme, Natacha Ray, qui, en substance, accusait Brigitte Macron d'être son frère Jean-Michel Trogneux. Moi, j'ai simplement vérifié, opéré un fact-checking, et j'ai pu conclure que les affirmations de cette femme étaient vraies. Or, Le Monde a révélé que cette affaire, donc l'affaire Trogneux, était gérée par le directeur de cabinet de la présidence de la République, Patrice Faure, qui avait été recruté à cet effet en janvier 2024, et que cette affaire était gérée au cours de réunions auxquelles participe le cabinet militaire de la présidence de la République, ainsi que les avocats de Brigitte. Donc on est complètement sorti d'un régime démocratique classique qui repose sur ce qu'on appelle depuis Montesquieu la séparation des pouvoirs, c'est-à-dire l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Là, on a une intervention manifeste du pouvoir exécutif sur le pouvoir judiciaire, et c'est ce cabinet donc qui a enclenché également des poursuites contre Zoé Sagan, qui est un écrivain et qui faisait de la satire au sujet du pouvoir macroniste sur X, et qui, lui, est non pas attaqué pour diffamation, mais pour cyberharcèlement. Voilà, ouais, donc ça. On en est là. C'est le délire. C'est complètement fou. Ouais, c'est le délire complet. C'est complètement fou. Voilà, c'est le délire complet, sachant que... Excusez-moi, c'est vous qui donniez les informations à Xavier... à Zoé Sagan, parce que à la lecture du livre, c'est ce que j'ai cru comprendre, parce que... Alors, Zoé Sagan, on a sympathisé simplement, et voilà. D'ailleurs, dans les tweets poursuivis, parce qu'en fait il n'est poursuivi pour cyberharcèlement que pour 4 tweets, dont alors faudrait reprendre la liste des 4 tweets, mais enfin c'est il y en a un, en fait c'est une traduction d'un tweet de Candace Owens, un autre c'est un retweet d'un tweet que j'avais fait à l'époque. Enfin, si vous voulez, c'est vraiment n'importe quoi. Alors là, le pouvoir, l'Élysée, est en train d'essayer d'accréditer l'idée d'une ingérence étrangère, et qu'en fait la France, à travers Brigitte, serait attaquée par une internationale réactionnaire, sachant que, alors, au début, l'internationale réactionnaire, dans leur c'est Poutine, non? Poutine, non? C'était Poutine. Alors voilà, c'était les Russes, ensuite c'était les Iraniens, puis après ça s'est étendu au monde arabe, et maintenant c'est les États-Unis. Alors, vous savez, moi je suis en Italie, je suis chez Giorgia Meloni. Giorgia Meloni, c'est aussi l'international réactionnaire. Donc si vous voulez, en fait, l'international réactionnaire commence à Vintimille, quoi. Et si vous voulez, si vous trouvez pas génial la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, où on va blasphémer la scène et on va faire des représentations de Marie-Antoinette avec la tête coupée, qui est quand même un crime de la Révolution, hein, même un bon républicain ne peut pas considérer que c'est l'événement principal de la Révolution française. Je trouve qu'on aurait dû confier au moins les chansons à Sarah Jane, ici présente par exemple. Mais j'ai déjà fait une chanson sur la cérémonie des JO, j'en ai fait 2. D'accord. Il y a Pauvre France. Officiellement, je pense qu'on aurait dû le choisir pour animer cet événement. Pas. Voilà. Ça aurait été plus fun, je suis sûr. Voilà. Et alors, en tout cas, c'est très bien qu'il y ait Sarah Jane. Je vais dire pourquoi. Et c'est très très important qu'il y ait Sarah Jane, parce que on est sur un pouvoir qui est complètement ridicule. On est vraiment dans un exercice du pouvoir qui s'approche, en fait. La référence, ce serait, si vous voulez, Michel Serrault dans 2h moins le quart avant Jésus-Christ. Vous voyez, c'est vraiment à la fois ce genre de tyran extrêmement ridicule, et c'est pour ça qu'il y a besoin justement de cette approche chansonnière comme le fait Sarah Jane. Il y a aussi
extrêmement drôle. De l'humour. Voilà, Karine Dubernet qui est excellente sur Rire et Chanson. Il y a aussi un humoriste franco-algérien qui s'appelle Naïm, qui est vraiment excellent et qui prouve que la relation franco-algérienne peut être tout à fait saine, d'ailleurs, parce que c'est un produit de la relation franco-algérienne. On n'est pas que sur des choses où ça se passe forcément mal. Mais en tout cas, là, visiblement, l'Algérie s'amuse à humilier Emmanuel Macron et nous, à travers Emmanuel Macron. Si on dit devenir Brigitte, on a peut-être une clé de cette relation toxique entre la France et l'Algérie, sans doute en raison du passé algérois de Brigitte Macron. Donc en fait, Macron est tenu par toutes les puissances étrangères. En vérité, c'est pas qui tient Macron, c'est qui ne tient pas Macron aujourd'hui, puisqu'on a effectivement l'histoire du dossier Trump qui vient se greffer là-dessus, puisque Trump avait conservé, ça a été découvert à l'été 2022, un dossier président Top France, un dossier classifié qu'il avait conservé après avoir quitté la Maison Blanche et qui a été retrouvé chez lui par le FBI à Mar-a-Lago, donc qui était un dossier relatif, nous dit la presse américaine, à la vie privée d'Emmanuel Macron. Et là, on voit justement ce dossier débarquer aux États-Unis, et ce dossier débarque aux États-Unis, pourquoi à la base en mars 2024 ? Parce que Emmanuel Macron va sur TF1 et déclare devant les journalistes, ceux qui disent que ma femme, c'est un homme, c'est mon pire souvenir de président de la République. Et là, encore une fois, ça fait l'objet d'une dépêche de l'AFP, et à ce moment-là, le dossier débarque aux États-Unis, et aujourd'hui, le couple Macron est la risée du monde à la faveur de l'épisode de la gifle, où l'Élysée a encore fait n'importe quoi en racontant que c'était une des images générées par intelligence artificielle, boostées par les Russes, etc., etc. Donc ils ont menti à la face du monde. Tout le monde se gausse. Et ça, des mensonges comme ça, il y en a presque toutes les semaines maintenant. Enfin, c'est délirant. Ça devient des personnages. On se demande s'ils font pas exprès en même temps pour alimenter le buzz, pour cacher autre chose derrière. Mais bien sûr, mais c'est Laurel et Hardy, complètement. Des comédiens, des clowns. On est un peu moins gros, c'est tout. Non, moi, la question que j'aurais aimé te poser, Xavier, c'est par rapport aux photos là de l'été dernier, le fameux maillot de bain bleu. Et aussi, avoir ton opinion par rapport aux tenues. Alors, les seins en vrac, on se dit, mais avec le pognon qui nous pique, pour être clair. Moi, j'ai rencontré des travestis dans ma vie, mais avec peu de moyens, et ils étaient beaucoup plus présentables. Correct. Oui, voilà, on peut dire ça. Et du coup, c'est vrai que là, on se demande si c'est pas pour alimenter. Elle est tout de même habillée par. Et d'un autre côté, ils veulent pas qu'on en parle. Alors, moi, j'avoue que là, je suis un petit peu perdue. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Xavier ? Il y a plusieurs éléments. L'élément principal, c'est qu'au début, si vous voulez, quand il a fallu présenter Brigitte Macron aux Français, a été mis en place un dispositif qui reposait principalement sur l'exclusivité en termes d'image d'une agence de photographie qui s'appelle Best Image de Michel Marchand, avec des méthodes contestées et contestables aujourd'hui, extrêmement documentées, avec effectivement cette agence vient d'ailleurs d'être rachetée par Xavier Niel, donc le fonds de l'agence, le fonds de photos, c'est-à-dire les photos publiées et les photos non publiées sont restées dans la Macronie grâce au rachat de Xavier Niel. Et ensuite se greffer les problèmes judiciaires Michel Marchand, et au bout d'un moment un décloisonnement. Et une fois que on pose la question, nous, de l'identité de genre de Brigitte à partir de 2021, et que parallèlement les affaires de Michel Marchand commencent à péricliter, et à ce moment-là s'ouvre un champ où, si vous voulez, si on pose pas la question, les gens vont pas forcément filmer Brigitte Macron avec leur téléphone portable. Donc, si vous voulez, le réflexe, je dirais populaire, va être du coup de scruter, puisque la question est posée, donc les gens scrutent et à ce moment-là génèrent des images qui, elles, sont pas contrôlées par les agences photo habituelles qui étaient celles du début du quinquennat, depuis 2017. Et ensuite, par exemple, sur l'épisode de la fameuse photo bleue, la photo du maillot de bain bleu de cet été. Il faut voir comment ça s'est passé. Les photos sont prises par une agence qui n'est pas Best Image, elles sont revendues à Voici et à Paris Match, et Voici et Paris Match en France choisissent sur les photos qui ont été prises des photos qui sont
plus ou moins avantageuses. Bon, déjà, les photos sont quand même assez dérangeantes, mais ils choisissent des photos plus ou moins avantageuses. Et en fait, la photo à laquelle vous faites référence ne sera publiée que dans l'édition slovène de Elle. Alors, si vous voulez, quand vous êtes en 1980, l'édition slovène de Elle, pour savoir qu'il y a une photo comme ça qui a été publiée dans l'édition slovène de Elle, faut se lever de bonne heure. Mais aujourd'hui, en 2024-2025, si vous voulez, cette photo, elle est accessible sur Internet au même titre que celles qui ont été publiées dans Voici ou dans Paris Match. Et donc, à ce moment-là, on voit effectivement cette photo, bon, sur laquelle je tire pas forcément de conclusion, mais enfin, on a quand même le droit de voir ce qu'on voit. Alors, ça, les Macron détestent qu'on voit ce qu'on voit. Ça, ça leur est très très insupportable. C'est-à-dire qu'on est sommé de ne pas voir ce qu'on voit. C'est-à-dire que tout est extrêmement dérangeant. C'est-à-dire que là, la porte s'ouvre de l'avion, on la voit porter les deux mains au visage. Ensuite, la presse anglo-américaine qui est habituée à ce genre de choses fait la reconnaissance labiale. Elle lui dit casse-toi, loser. Et ensuite, elle refuse de prendre le bras. Donc en fait, tout le monde voit ce qu'on voit, mais alors non, on est censé croire que c'est une chamaillerie. Et le simple fait d'expliquer que c'est un problème au niveau de l'incarnation du pouvoir et de la France dans le monde, d'avoir éventuellement un président battu par Brigitte, vous classe dans vous fait de vous un activiste extrémiste de droite. Et voire un terroriste. Mais ça, c'est une bonne nouvelle quand même. Qui est un drame à l'Élysée, parce que je pensais que c'était du cinéma, moi. Ah bah non, c'est pas du tout du cinéma. Je pensais que c'était leur petit cinéma, parce qu'on les a vus faire des choses, on a vu des extraits sur Internet, Brigitte en train de marcher le long de la Seine, Brigitte en train de courir avec Emmanuel Macron en train de lui courir derrière, avec une espèce de cinéma pour faire le buzz. Enfin, on se demande comment ces images peuvent sortir. On dirait que c'est contrôlé. Non, mais il y a l'intelligence artificielle qui sortait plein de trucs. Mais là, c'était la sortie d'avion, ça a été prouvé. C'était un vrai reportage. Encore une fois, ils auraient pu faire une mise en scène. Encore une fois, non, c'est pas une mise en scène. Le sujet, c'est que c'est pas une mise en scène, c'est simplement que les images. Non. Vous avez ce qu'on appelle un pool de journalistes. C'est-à-dire le pool de journalistes, ça veut dire vous avez des journalistes accrédités avec les caméras, avec les différentes agences. Vous avez en France vous avez l'AFP, vous avez Reuters, etc. Reuters, et puis vous avez Associated Press. Et en fait, l'angle de la vidéo, c'est Associated Press. Et donc en fait, cette vidéo, si vous voulez, si on est en 1980, je reviens encore une fois sur l'évolution technologique, mais si on est en 1980, on n'en entend jamais parler. Vous comprenez, sauf qu'on est en 2025 et que l'image prise par Associated Press, elle va être prise sur les réseaux sociaux et qu'elle va faire le tour du monde. Voilà. Et elle va d'autant plus faire le tour du monde que les Macron vont mentir en disant que c'est une image générée par l'IA et boostée par les Russes. Or, Associated Press, c'est l'agence de presse officielle aux États-Unis. Et donc, en fait, c'est aussi simple que ça. Et là on revient sur le problème de l'effet stressant et on revient sur le problème des Macron, puisque les Macron ont été présentés aux Français comme étant un couple moderne, que Macron, c'était l'incarnation du 21e siècle, qu'il allait faire de la France la start-up nation, alors qu'en vérité, les Macron sont d'un autre temps, c'est-à-dire qu'ils sont du 20e siècle, c'est-à-dire que ce que je dis souvent, c'est que Macron, en fait, c'est un jeune giscardien, Jack Languizet, donc c'est un homme des années 80. D'ailleurs, la cérémonie d'ouverture des JO, en fait, c'est le Palace, c'est la boîte qui était le centre névralgique du tout Paris gay de la fin des années 70, sauf que quand on dégrade le Palace et qu'on le démocratise au niveau de la cérémonie d'ouverture des JO, ça donne Thomas Joly, voilà. Et en fait, on est sur un pouvoir qui est complètement anachronique, dans sa politique, dans sa communication, dans son incarnation, etc. On voit bien les dirigeants mondiaux aujourd'hui. D'ailleurs, c'est l'erreur même de Delphine Ernotte, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils sont modernes parce qu'ils ont banni, ce qui est déjà hautement critiquable, les hommes blancs de plus de 50 ans. Mais quand on regarde les gens au pouvoir aujourd'hui dans le monde, le pouvoir aujourd'hui, c'est Donald Trump, Vladimir Poutine, Erdogan, Xi Jinping. Enfin, ce sont des gens à peu près sérieux et qui incarnent leur peuple et leur pays. Ce sont pas des gens qu'on s'est allé chercher dans un atelier théâtre à Amiens quand ils avaient 14 ans, par Brigitte, qui était professeure dans un atelier théâtre. Dès qu'on creuse dans sa vie, on se rend compte que Brigitte, c'est pas vraiment Brigitte, si vous voulez. Et donc en fait, là, ils sont dans des Xavier Poussard, j'aimerais qu'on revienne à votre livre,
qui fait tout de même 333 pages et qui est extrêmement fouillé. Et je voulais le décrire un peu pour que les gens d'abord aient envie de le lire. On rappelle qu'il est disponible sur Amazon. Et d'autre part, justement, voir un peu qui sont ces gens que nous avons, qui dirigent actuellement la France. Bon, qu'est-ce que c'est que ce couple? Quelles sont leurs fréquentations avant? Quelles sont leurs origines, etc. Évidemment, on va pas résumer le livre, c'est très très complexe. À chaque fois que vous citez un nom, d'ailleurs, il y a une note très importante qui décrit un peu à la manière d'Emmanuel Ratier, qui vous a formé, je crois. Et donc, cette méthode est très intéressante. À chaque fois, nous avons l'histoire de chaque personnage. Alors, des personnages qui ont fréquenté ou qui fréquentent encore dans ce milieu extrêmement glauque, extrêmement pervers, c'est le moins qu'on puisse dire. Qui évoquait, par exemple? Je pense, par exemple, à Jean-Marc Borello, qui est Géraldine, qu'est-ce que tu en penses? C'est vrai que j'ai été particulièrement choquée par ce passage. Moi, je connaissais Borello de nom parce qu'il a fait une opération en France pour les cafés. Et je savais pas qu'il était avant. Et donc, il est pas très connu du mainstream, du grand public. Mais le passage que vous évoquez dans votre livre est vraiment... et glauque, mais pire que ça, quoi, parce qu'on voit que ce sont le palace aussi, c'est Régine, etc. Mais on voit que c'est quasiment avoir des gitons aux frais de la République, quoi. De la princesse, comme on disait. En plus, des délinquants. Donc, alors expliquez-nous qui est Borello et ce qu'il fait. Pour faire très simple, pour faire très simple sur Jean-Marc Borello. Jean-Marc Borello, c'est un type qui s'occupe d'un groupe qui s'appelle le groupe SOS et dont la vitrine est l'économie sociale et solidaire. Ça veut dire qu'en fait, il vit des subventions de l'État. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont c'est du soi-disant de l'associatif. Et de la sécu, il y a la sécu là-bas. Alors, il y a la sécurité sociale. L'hébergement des migrants, les centres de réinsertion pour les centres de déradicalisation, enfin tous les trucs absolument nuisibles, quoi. Tous les trucs nuisibles. Dès qu'il y a un truc nuisible, vous pouvez être sûr que c'est bon. Alors le groupe SOS est fondé donc c'est 1 milliard de chiffre d'affaires. Il récupère même la presse, mainstream, il les présente comme des aspirateurs à subvention. Donc c'est vraiment un personnage très important qui a été primé par le Forum économique mondial. Oui, 22 000 employés, un chiffre d'affaires de plusieurs milliards, c'est énorme. Voilà, c'est ça. Et primé comme par le Forum économique mondial de Davos, comme entrepreneur social et solidaire. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le groupe SOS est fondé à partir de 2 affaires, qui est ce qu'on appelle l'affaire du Palace, où en fait Jean-Marc Borello, pour le compte de Régine et du gouvernement socialiste, avait été chargé de fonder une opération de charity business qui s'appelait SOS Drogue International, qui était chargée de lutter contre la drogue. Or, Jean-Marc Borello avait été condamné pour avoir facilité le trafic de drogue dans le Palace, de stupéfiants dans la boîte de nuit dont il était gérant. Donc le type, il est chargé de la lutte par le gouvernement socialiste, de la lutte contre la drogue, il est condamné pour dans une affaire de trafic de drogue. Et ensuite, ils avaient un château, alors qui était le Tournelle, c'est ça. Des tournelles, par le luxe, qui est toujours inséré dans le groupe de Borello. D'ailleurs, Le Monde a fait un article en découvrant que Borello y allait le week-end et qu'il y avait des kangourous qui se promenaient en liberté dans le parc. Enfin, si vous voulez, là, on est dans un personnage de James Bond. C'est une chanson de Trenet. C'est une chanson de Trenet aussi. Oui, puis il y a un endroit luxueux avec tout ce qu'il faut, le confort absolu. Et voilà. Et communiste. La vie de château pour les délinquants. Et se disant communiste. Oui, bien sûr. Remettant en cause la propriété privée. Forcément. C'est la gauche au grand cœur. Et alors, donc, ce château, elle s'est passée dans les années,
à la base, Jean-Marc Borrello en était administrateur et était le bras droit du directeur de ce centre qui s'appelait Robert Mégel et qui, lui, a été condamné pour des abus sexuels sur mineurs qui étaient hébergés dans ce centre avec effectivement, alors il y avait des rapports de différentes inspections qui notaient qu'il y avait effectivement des danseurs marocains nus dans ce centre où étaient censés être rééduqués des adolescents qui ont été victimes d'abus sexuels. Donc en fait, vous avez quelqu'un qui s'occupe de la protection des mineurs et qui se retrouve au centre d'une affaire de pédophilie, qui s'occupe de la lutte contre la drogue et qui est condamné dans une affaire de trafic de stupes. Enfin, si vous voulez, c'est vraiment ça la Macronie. Hein. C'est et comme quand, il est proche des Macron, ce monsieur Borrello. Lui, il est très très proche de Macron et de Brigitte, évidemment. Ouais. Et donc il a une influence sur les ministères puisque en fait les conseillers font les allers-retours entre le groupe de Borrello et les ministères. Alors tout ça est évidemment jamais traité par la grande presse, à part Libération qui avait quand même fait un article sur le groupe SOS qui s'appelait, où il était question des kikis, puisqu'en fait, quand vous rentrez dans le groupe de Jean-Marc Borrello, en fait, vous avez des soirées où en fait les jeunes recrues, enfin les jeunes hommes, sont bizutés avec Jean-Marc Borrello, si vous voulez, qui sur Gigi Lamoroso, la chanson de Dalida, arrache la chemise des jeunes recrues avant de leur rouler un patin, ce qu'on appelle le MeToo gay. Vous voyez, donc ça c'est Jean-Marc Borrello symbolise l'entourage, mais également pour parler d'une affaire très connue qui est l'affaire Duhamel. Oui. Olivier Duhamel. Voilà, qui avait abusé de son beau-fils, qui était le fils de Bernard Kouchner quand il avait 14 ans. Hein. On peut toujours se demander quel est le lien entre Olivier Duhamel, figure de Saint-Germain-des-Prés et de l'intellocratie de gauche, et patron de Sciences Po et patron issu du voilà. Et patron de le lien entre Brigitte et Duhamel, c'est 14 ans. Du cercle. C'est 14 ans. Et voilà, Duhamel à la tête du siècle, Institut Montaigne, Sciences Po, etc. Voilà, du club Le Siècle. Et il est tombé, lui, quand même. En fait, il n'est pas tombé, il a démissionné simplement. Oui, mais enfin, il est quand même pas mal tombé. Hein. Il a démissionné. Il a été obligé, quoi. On le reverra plus. On le reverra plus. Mais lui, sa carrière est plantée. On a découvert qu'il était un intime de Brigitte et que, par exemple, Édouard Philippe avait été recruté, que la décision de prendre Édouard Philippe comme c'était Brigitte, ça. Ouais. Comme Premier ministre avait été prise à ce qu'on appelle le déjeuner de Sciences Po avec Frédéric Mion, président de Sciences Po, Olivier Duhamel et Brigitte Macron. Donc en fait, on retrouve en fait dans l'entourage des Macron vraiment une surreprésentation d'individus, je dirais interlopes, avec des dossiers de pédocriminalité aux fesses, et en plus un fort tropisme autour, je dirais, de la question de l'inceste. Et vraiment, c'est tout cet univers-là, que je détaille vraiment dans Devenir Brigitte, avec ce non-dit et ce mensonge d'État, puisqu'il y a quand même un vrai mensonge d'État et un vrai mensonge médiatique à la base autour de la rencontre entre Brigitte il y en a plusieurs, oui, mais le gros mensonge, c'est aussi celui de la différence d'âge, puisqu'on nous a raconté que Brigitte Macron avait 36 ans et Emmanuel Macron en avait 17 ans, que c'était un jeune homme vigoureux, etc. Et puis en creusant, on s'aperçoit qu'en fait Macron avait 14 ans, qui joue Jacques et son maître en fin de troisième, et que Brigitte le repère en fin de troisième quand il a 14 ans. Donc, et ça, c'est officiel, et tout le monde, ça, c'est officiel. Même la grande presse l'a admis. Ça, voilà. Il y a un personnage encore qui était proche Pierre Berger. Pardon? Il y a Pierre Berger. Oui, il y a Pierre Berger, mais il y a aussi Jean Veil. Il y a Jean Veil. Jean Veil, par exemple. Jean Veil, qui a été un des protecteurs, le fils de Simone Veil, qui a été un des grands protecteurs d'Olivier Duhamel et qui a permis sa montée, notamment au Club Le Siècle, à la présidence du Club Le Siècle, alors que au moment où le secret était éventé dans tout Paris. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit que les affaires de pédophilie, en fait, ne sont pas normalement dans un pays qui fonctionne, dans un pays souverain, des éléments qui sont visés par des dossiers de pédophilie sont écartés
parce qu'ils peuvent ces individus peuvent être sujets à des pressions d'ingérence étrangère. Or, on voit très bien, et c'est là qu'on voit que la France n'est plus la France, c'est qu'en vérité, les dossiers de pédophilie, plus ces dossiers sont lourds et plus ça se sait, plus l'individu est promu au sein de la caste en France à des postes de responsabilité. Et ça, c'est vraiment très très inquiétant. Et aujourd'hui, ce pouvoir est en pleine dérive. Là où, à l'heure où on enregistre, il faut quand même savoir que les directeurs des filiales françaises des réseaux sociaux, que ce soit X, YouTube, Twitch, Facebook, etc., sont convoqués par le gouvernement français. Gouvernement français, et à l'heure où on parle, est remis par le gouvernement français au directeur des filiales françaises des réseaux sociaux une liste d'influenceurs à censurer. Tout à fait. Voilà. Donc en fait, la seule réponse qu'ils ont, la seule réponse proposée par le gouvernement français à devenir Brigitte et aux questions que pose de ce que voit le monde et les questions qui sont posées par ce qu'on voit, c'est la censure. Voilà, on en est là. Et après, il nous parle de démocratie. C'est Dupond-Moretti qui a dit que les réseaux sociaux étaient, je ne sais plus quel terme il a, dangereux pour notre démocratie. Oui, bien sûr. Pour Jean Veil, j'ai un petite anecdote. Donc Jean Veil avait pris dans son cabinet Olivier Duhamel. Jean Veil, très célèbre avocat, le fils de Madame, de la Merveille, si j'ose dire. La Merveille de Merveille. Et moi, j'ai un petit souvenir, c'est que j'étais dans un procès contre Jean Veil et que ce monsieur s'est permis en public de me dire, après sa plaidoirie, de s'approcher de moi devant tout le monde et de me dire, monsieur, vous êtes une merde. Tout simplement. Quelle classe. Qui est tout de même une classe extraordinaire. Bon, je n'ai pas poursuivi, j'ai laissé tomber parce que j'ai autre chose à faire que de poursuivre monsieur. Alors, on va avoir, excusez-moi, le Bobino tout de suite. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Eh bien, j'aimerais qu'on rende un petit hommage là à Natacha. À Natacha. Alors, rappelez-nous qui est Natacha. Allô, Xavier? Oui, vous m'entendez. Alors Natacha Ray, c'est une citoyenne complètement ordinaire dans le sens positif du terme, qui, elle, s'était documentée sur Brigitte Macron et qui partait du principe que c'était un homme et que c'était son frère, donc Jean-Michel Trogneux. Et moi, j'étais rentré en contact avec elle et je trouvais son hypothèse intéressante, bien qu'il y ait de grosses lacunes et que c'était essentiellement un travail, je dirais, intuitif. Et c'est pas conséquent. Non, elle avait une intuition remarquable. Elle avait vraiment une intuition remarquable que je qualifie d'intuition féminine au sens vraiment positif. Bien aussi Isabelle Ferreira, dites-nous aussi, elle avait aussi une intuition, Isabelle Ferreira. C'est elle qu'on a trouvé le corps noyé dans le barrage de la Rance, près de Saint-Malo. Alors pour rester sur Natacha Ray, elle, en situation, je communique avec elle et elle va poser des questions à une cousine par alliance de Brigitte Macron qu'elle soupçonne être la mère des 3 enfants, etc. Et en fait, moi je trouvais que sa garde à vue avait été complètement disproportionnée. Les moyens de l'État mis sur une simple citoyenne qui n'avait qu'une intuition me semblait fou. J'avais décidé de relayer cette affaire et ensuite j'ai décidé effectivement de la couvrir et de fact-checker ce sur quoi elle avait eu raison, ce sur quoi elle s'était trompée, etc. Pour conclure qu'en substance, Natacha Ray avait vu juste. Voilà, donc ça c'est une conclusion qui est apportée, qui est pas démentie, qui à mon avis ne peut pas être démentie. C'est-à-dire que toutes les pièces convergent dans ce sens. Effectivement.
tout ce que j'ai trouvé converge dans ce sens. Et ceux qui auraient encore des doutes, toutes les pièces que les administrations françaises, malgré des décisions de justice qui ont été rendues et qui me sont favorables, ces pièces, l'administration française n'a pas voulu me les communiquer. Et je mets au défi les fameux journalistes mainstream qui n'ont que le mot fake news à la bouche, et d'aller les chercher et de prouver que c'est une fake news. Mais ils ne peuvent pas prouver que c'est une fake news. De toute façon, parce le que journaliste mainstream qui s'appelle Emmanuel Alison est déjà venu dans le dossier pour essayer de prouver que c'était une fake news. Alors elle a mis fake news sur la couverture, mais il n'y a même pas une seule fois le mot fake news dans son livre. D'accord. Et pour cause, parce que toutes les pièces qu'elle a vues allaient effectivement étaient concordantes sur le fait que Natacha Ray avait vu juste. On reprend tout de suite. L'Élysée s'est acharné. Alors l'Élysée s'est acharné sur Natacha Ray, qui avec 3 procès. Voilà. Donc, plus ou moins et on va voir, monté. Et on va avoir le résultat de l'appel en juillet, je crois, c'est ça. Hein. Alors, hommage, petite musique, hommage à Natacha. Natacha, Natacha, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, ma jolie Natacha? L'hommage est en deçà de tout ce qu'on te doit. Un sujet si fécond mérite bien tous les dons. Exposer les passe-droits qui sévissent chez les rois est une question de fond, un sujet si sérieux. Dénoncer le canevas rend tes jours orageux, te vaut le châtiment de procès tendancieux. À toi Natacha Ray, nous te devons bien ça. Vaincre ta maladie, pas de chacun pour soi. La facture est salée, unis tous avec toi. Ce devoir nous incombe. Ah Natacha, Natacha, on va faire ça pour toi, ma jolie Natacha. Que la plus belle étoile pour toi brille aux éclats, et que d'un cœur entier t'embrasse le soleil. S'il existe une fée, qu'elle t'offre des merveilles, qu'elle te donne la force, courageuse Natacha, que ton corps elle renforce pour gagner le combat, et que ce mal atroce qui s'empare de toi se taise à tout jamais, comme tous les scélérats qui savent graisser l'arrêt de nos bons magistrats. Que doux soit ton sommeil, que ta douleur se noie et que la paix t'inonde. Amandine, on pense aussi à toi. Ah, ça ira, ma jolie Natacha, tu verras, ça ira. On t'aime, on te suivra et on te soutiendra. Le jour est déjà là où change de camp la peur. Les parias d'aujourd'hui seront les créateurs. Bien sûr. Ouais. Alors, merveilleuse chanson de la chansonnière qui ici présente, Sarah Jane Ifrah. Voilà. Moi, je pense bien à Natacha. Elle est très émouvante, cette oui. Parce que il se trouve que j'ai aussi souffert d'un cancer du sein et je m'en suis très bien sortie. Et je pense beaucoup à elle parce que je sais qu'elle a refusé la chimiothérapie et moi, j'ai une amie naturopathe qui m'a dit fais attention, moi je te conseille pas. Et je m'en suis bien sortie. Et alors, si elle nous écoute, vraiment, Natacha, moi, je pense beaucoup à toi. Moi, je suis sortie vraiment. C'est pas si terrible que ça. J'ai dû perdre mes cheveux, mais bon, ils ont repoussé beaucoup mieux qu'avant. On en témoigne, ils sont très beaux. Je suis en pleine forme. J'ai pris du glodméthylène, j'ai pris plein de trucs, et ça va très bien. Et c'est fini. Voilà. Donc, courage Natacha, et on pense bien à toi. Si elle nous écoute. Xavier Poussard, donc, tu avais une question, oui. Je voudrais savoir ce qu'est devenue la vraie Brigitte Trogneux, parce que en lisant ce livre très fouillé et très dense, j'ai compris que la mariée était bien Brigitte Trogneux, cette photo de la mariée, qu'à côté c'était bien Louis Auzière, et alors Brigitte Trogneux, et c'était aussi la communiante, mais qu'est devenue cette femme? Voilà.
qu'est-ce qu'elle est devenue? La vraie Brigitte. La vraie Brigitte Trogneux. Ça, c'est la question qui veulent pas qu'on pose. Et je vais vous dire, quand vous avancez sur la famille, c'est impossible. Je veux dire, c'est. Elle a disparu, quoi. Cette femme. L'omerta, si vous voulez, l'omerta, les gens pensent souvent, c'est l'omerta, c'est quand personne ne veut dire qui a tué Toussaint Pantalacci. Mais c'est pas ça l'omerta. L'omerta, c'est quand personne ne sait qui est Toussaint Pantalacci. Vous voyez. Et quand vous enquêtez sur le passé de la famille et en particulier sur Brigitte Trogneux, donc la sœur. Ouais. La cadette, c'est la cadette. Vous êtes face à un mur. Ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, Emmanuel Anison a recoupé, grâce à mes informations, que la photo de communiante était bien Brigitte Trogneux, la photo de mariée était bien Brigitte Trogneux. Les résultats donnés par la reconnaissance faciale sont hors de toute marge d'erreur. J'insiste vraiment là-dessus. Cette personne n'est pas Brigitte Macron. Et c'est la petite fille aussi sur les genoux. Celle-là, c'est bien Brigitte Macron. Alors la photo, de famille. Brigitte Trogneux. Vous faites référence à la fameuse photo de famille, qui était la fameuse photo sur laquelle apparaissait pour la première fois Jean-Michel Trogneux. Alors cette photo, il est aujourd'hui établi. Alors d'ailleurs, c'est tout le paradoxe de cette affaire, mais il y a beaucoup de paradoxes dans cette affaire. C'est-à-dire que Natacha Ray appuyait son intuition à partir d'un document et elle contestait l'authenticité de tous les documents. Or, il est avéré aujourd'hui que le seul document faux identifié était en fait cette photo de famille. Et pourquoi cette photo de famille est le seul faux identifié? Parce que nous avons pu trouver d'autres photos de Jean-Michel Trogneux à cet âge-là, donc qui sont effectivement toutes concordantes sur le fait que Jean-Michel Trogneux est bien devenu Brigitte Macron, et surtout, en fait, avait été apporté sans doute par Best Image des retouches sur le visage de Jean-Michel Trogneux qui en fait étaient des opérations de chirurgie esthétique qu'avait subi Brigitte, notamment au niveau des dents. C'est-à-dire que quand on voit le gamin sur la photo, il a les dents bien alignées comme Brigitte aujourd'hui, alors que quand on voit les photos du passé de Brigitte, y compris dans les années 80, il a un espace, 90, on voit qu'elle a une sorte de dents du bonheur, et on retrouve les dents du bonheur sur les photos originales de Jean-Michel Trogneux. Donc en fait, cette photo, elle est discutable. Il y a beaucoup d'autres anomalies sur cette photo que j'ai pas forcément médiatisées. La France n'est plus du tout internationalement. Internationalement, et alors normalement quand on a un problème de cette nature, on dit bon, c'est Brigitte et Emmanuel Macron qui posent problème et il nous faut une nouvelle incarnation nationale. Eh bien non, on décide qu'en fait c'est de la faute de tout le monde. Alors c'est la faute des Russes, c'est la faute des Américains, c'est la faute de l'intelligence artificielle, c'est la faute de l'extrême droite, c'est la faute de Vincent Herouet, c'est la faute de fake news, c'est la faute de tout le monde. Mais eux, ils ne sont responsables de rien, quoi. C'est-à-dire qu'ils se mettent des baffes dans la gueule devant tout le monde et c'est la faute des autres. Mais ils sont vraiment protégés. Sarah voulait intervenir. Oui, Xavier, j'aimerais avoir quand même votre avis. Excusez-moi pour le tutoiement de tout à l'heure, une très mauvaise habitude que j'ai prise. Il n'y a pas de souci. C'est gentil. Par rapport à la photo de communion, on s'étonne quand même de la ressemblance avec Tiffaine Ozière, non? Qu'est-ce que... Bah oui, parce que c'est sa mère. C'est sa mère, voilà. Oui, c'est aussi simple que ça. Hein, c'est sa mère. C'est Brigitte Trogneux qui est la mère de Tiffaine Ozière. Et Jean-Mi, le père. Aussi simplement que ça. Et Jean-Mi, le père Non, c'est l'oncle. C'est l'oncle, oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est un bazar. Donc Madame Trogneux n'a pas eu d'enfant. La clé simple, c'est le secret de famille, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en fait, le secret de famille, c'est ce qui est de plus compliqué en termes d'enquête. Et en général, en fait, ce genre de choses arrive à sortir dès lors qu'un membre de la famille accepte de parler. Je vais prendre deux exemples tout simples. Il faut savoir que par exemple Anne Mansouret avait été elle-même la maîtresse de Dominique Strauss-Kahn, et ensuite Dominique Strauss-Kahn avait essayé d'abuser de sa fille, de la fille d'Anne Mansouret qui s'appelait Tristane Banon. Et c'est Tristane Banon qui, chez Ardisson, avait effectivement évoqué les habitudes de Dominique Strauss-Kahn. Et à ce moment-là, grâce au témoignage de Tristane Banon, puis ensuite il y a eu effectivement l'épisode du Sofitel, ou sinon l'affaire du Hamel, avec effectivement le témoignage de Camille Kouchner. Là, si
manque au dossier, en vérité, un témoignage. C'est quelqu'un dans la famille qui accepte de passer à table. On voit que l'Élysée a été assez gêné par la liaison entre Tiffaine Auzière et Cyril Hanouna. Incroyable. Ils sont assez gênés par ça. D'ailleurs, ils ont commencé à donner des éléments de langage à la presse étrangère, en particulier espagnole, en expliquant que Cyril Hanouna était un agent du Kremlin. Enfin, je sais pas si vous voyez le niveau de n'importe quoi absolu. Donc, est-ce que une des failles, ce sera pas Tiffaine Auzière? Bon, ça c'est une question qui est posée aujourd'hui au niveau du dossier, mais il est évident que c'est un secret de famille. Avec, en fait, quand on prend des évolutions physiques des individus et les analyses moi j'ai utilisé le logiciel de reconnaissance faciale qui est utilisé par les autorités de la République populaire de Chine. Voilà. Donc ça veut dire que c'est vous expliquez ça très bien dans le livre d'ailleurs. Indiscutable. C'est un outil qui est complètement indiscutable. Moi, c'est ce que je dis aux gens, les gens qui doutent, je leur dis, mais quand vous ouvrez un compte en banque en ligne, vous avez votre photo d'identité, et puis vous avez votre tête, et puis la reconnaissance faciale établit une correspondance. C'est fait par ça. Quand vous êtes à l'aéroport, etc., quand vous êtes sur la photo de mariage de 74, vous êtes vraiment sur la configuration passeport, puisque on est sur 10 ou 12 ans d'écart par rapport aux premières photos de Brigitte Auzière connues, et là, vous avez des résultats qui sont vraiment en dehors de toute marge d'erreur. Donc ça tient la route. Ça tient la route. J'ai une dernière question. J'ai une dernière question. C'est la photo de la Gay Pride. On la trouve pas dans votre livre. Et cette photo, moi, elle m'a beaucoup troublée parce qu'on voit Brigitte Macron en homme, quoi. On voit à côté sa mère. La mère d'Emmanuel Macron, Noguès. Et à côté, après, c'est bien après, j'ai vu après coup, un personnage qui ressemble au père d'Emmanuel Macron. Alors, cette photo, j'ai beaucoup travaillé dessus, et effectivement, je l'ai pas utilisée parce que, d'abord, il y avait un problème de datation, puisqu'on disait que c'était la Gay Pride. Alors, en fait, c'était une manifestation du mouvement du MLF, qui était antérieure, qui datait de mars 77, et cette photo a été publiée sur le site de Tétu, donc j'ai contacté Tétu, j'ai remonté celui qui avait pris la photo, qui m'a fourni d'autres photos de l'événement, et en fait, sous d'autres angles, en fait, on voit clairement que c'est pas le même individu. Les résultats de reconnaissance faciale confirment que c'est pas du tout le même individu. Et j'ai pu identifier donc la personne au chapeau haute forme, qui est en fait un certain Jean-Philippe Cause, qui se faisait à l'époque appeler Audrey. Et qui est devenu aujourd'hui psychanalyste et président d'un mouvement qui s'appelle Homosexualité et Socialisme. Vous voyez, c'est tout un programme. Donc il est devenu psy. Ça fait un peu penser il y avait un spectacle de Bigard, je crois, qui s'appelait comme ça, Mon psy va mieux. Voilà, donc on est un peu dans cet univers-là. Et c'était une manifestation du groupement de libération homosexuelle, politique et quotidien qu'on appelait le GLHPQ, qui était issu du front homosexuel, je sais pas quoi, d'action révolutionnaire. Enfin bon, voilà. Donc, mais l'individu en fait sur cette photo est étranger à l'affaire. Donc, il s'appelle Jean-Philippe Cause. Il est président d'Homosexualité et Socialisme et psychanalyste à Paris. Voilà. Donc, il faudrait fondre. Il y a vraiment fact-checker. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai vraiment tout ce qui était faux, je l'ai dit, tout ce qui était vrai et fait. C'est pour ça que je dis souvent que j'ai procédé en fait à un simple fact-checking et à un simple contrôle d'identité des individus, des familles Trogneux et Auzière. Bien, bravo. Bientôt, il faudra fonder évidemment un mouvement, une association, j'espère subventionnée pour les gens ordinaires, simplement. Bon, passons. Alors écoutez, nous n'avons plus que 2 minutes. Vous avez toute petite chose à ajouter, Xavier Poussard, d'Italie, donc. Alors, il y a eu une petite erreur dans l'introduction. Je ne suis plus à la tête de Faits et Documents, et je suis actuellement en train de relancer une publication qui sera dans la veine effectivement de ce que j'ai fait, de ce que Emmanuel Ratti que j'ai fait depuis une dizaine d'années, donc à la tête de Faits et Documents, et donc il va aussi simplement s'appeler La lettre de Xavier Poussard. Donc vous pouvez retrouver toutes les informations sur xavierpoussard.com, tout attaché, ou sinon me suivre pour l'instant sur X. Alors on verra si je suis dans la fameuse liste présentée par le gouvernement français aux directeurs de réseaux sociaux des personnes
personnalités à censurer. On va tous y passer. On va tous y passer dans la charrette, là. Ils vont nous emmener, là. À la sortie du studio, il y aura probablement une équipe casquée, comme nous en ce moment. Bon, écoutez. Et Candace a une grosse révélation à faire, là. C'est quoi le scoop, là, encore, là? Parce qu'on sait pas, là. Elle dit que ça va faire tomber, on verra ça. On demandera à Candace. Elle a dit la même chose. Alors, donc, je rappelle que je recevais, Xavier Poussard pour son livre Devenir Brigitte, présenté par Candace Owens. Mais, j'étais dans le studio, nous avions Xavier Poussard au téléphone d'Italie, et nous avions dans le studio Géraldine, metteur en scène et brigittologue d'occasion, et Sarah Jane Ifra, chansonnière, dont nous avons entendu seulement 2 chansons qu'on était obligé d'interrompre, mais je la réinviterai, c'est promis. Voilà. Et vous, éventuellement, Xavier aussi, et bref. Continuez à lire ce... On n'a pas eu le temps de tout explorer, parce que tellement c'est énorme. Voilà. Merci Xavier. Chers auditeurs, merci Xavier, chers auditeurs, grand merci de votre écoute, et à dans un mois avec une autre surprise très intéressante sur les Kennedy. Voilà.